Salut Joe. Salut. Alors de quoi s'agit-il donc? Eh bien, nous avons un problème. C'est un très gros problème. Et malheureusement, la plupart des gens n'en sont pas conscients. Peu importe vos opinions personnelles, vos préférences politiques, votre religion ou l'endroit où vous vous trouvez, une fois que vous avez vu le problème, vous ne pouvez plus l'ignorer. C'est un peu comme une porte à sens unique. Fort heureusement, nous avons aussi la solution. Et c'est cette solution que je partage avec tant de passion et qui me rend si optimiste pour l'avenir. Le défi que je rencontre est plutôt comment quelqu'un peut-il pleinement apprécier une solution sans saisir la nature du problème. J'ai donc préparé cette présentation pour des amis et elle ne requiert aucune connaissance préalable. Le simple fait d'être humain et d'avoir une certaine expérience de la vie suffisent. Ils m'ont alors encouragé à faire de cette présentation une vidéo afin de pouvoir la partager avec tout le monde. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Bienvenue dans Quel est le problème? Alors, quel est le problème? Ils sont malheureusement trop nombreux. J'aurais probablement pu inscrire 2 fois plus de choses sur cette diapositive. Je crois que nous partageons tous ce sentiment de malaise. Nous ressentons tous intérieurement que les choses ne progressent pas dans la bonne direction, aussi bien dans nos vies que dans le monde. Les choses sont sans cesse plus difficiles, jamais plus faciles. Et je pense que la plupart d'entre nous pouvons reconnaître à l'écran certains éléments qui affectent nos vies, directement ou indirectement. Je suis aujourd'hui ici pour vous montrer que toutes ces choses qui peuvent sembler déconnectées ne le sont pas en réalité. La cause principale de tout cela est la qualité de notre monnaie. Nous allons partir d'une histoire. Imaginez ce monde lointain où des centaines d'individus brillants voyagent dans un bateau. Imaginez que ce bateau fasse naufrage sur une île déserte, tellement éloignée de toute autre terre qu'elle se trouve pratiquement coupée du monde. Mais l'île est riche en ressources et renferme tout ce qui pourrait leur être nécessaire pour rebâtir la société. Vu que ces gens sont issus d'une civilisation avancée, ils savent précisément là où ils veulent aboutir, mais les voilà qui reprennent tout à partir de rien. Ce qui est clair aussi, c'est qu'à partir du moment où ils entreprennent la reconstruction, il leur faut un moyen pour échanger entre eux. Ils décident donc en priorité de s'accorder sur le nouveau type de monnaie qu'ils vont utiliser. Retenez votre esprit critique un moment encore et acceptez l'idée que bien qu'il n'ait rien à ce stade, ils ont la capacité de créer le système monétaire de leur choix, doté des caractéristiques qu'ils désirent. La première question à laquelle ils doivent répondre est donc la suivante. Qu'est-ce qui fait qu'une monnaie est bonne? Il y a 7 trucs à prendre en compte. Et vu que ces gars-là sont capables de concevoir ce qu'ils veulent, plutôt que de se cantonner à simplement créer de la monnaie, ils créent la monnaie parfaite. Une monnaie parfaite est rare, cela signifie que son offre est fixe, à jamais et vérifiable par tous, instantanément et sans frais. Ainsi, chacun peut le vérifier quand bon lui semble et sans aucun frais, et vous pouvez vous-même vérifier que personne n'en crée davantage. Elle doit être portable pour que vous puissiez la transporter et la stocker sans le moindre effort et pour des coûts négligeables. Elle doit être divisible, et la monnaie parfaite devrait donc être divisible à l'infini. Elle doit être durable. Il ne s'agit pas qu'elle pourrisse ou qu'elle se fragmente. Pas question qu'elle se détériore. La monnaie parfaite existe donc pour toujours. Elle est fongible. Cela signifie que chaque pièce est identique à toutes les autres pour toujours. Elle doit être acceptable afin que tout le monde puisse en envoyer et en recevoir partout. Et un truc vraiment important, c'est qu'elle doit être résistante à la censure. Vous la détenez vous-même. Personne ne peut vous la retirer sans votre permission et nul ne peut vous empêcher d'en envoyer ou d'en recevoir. Génial, ils s'accordent sur la monnaie parfaite. Toutefois, un désaccord survient. 2 leaders émergent au sein de la population. Le premier, Satoshi, déclare « Eh bien, puisque nous avons là les caractéristiques d'une monnaie parfaite, cela vaut pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. Nous devrions verrouiller ses propriétés et ne jamais les changer. » Fiatello constate quant à lui « Eh bien, je comprends ces caractéristiques de la monnaie parfaite et je suis tout à fait d'accord. Mais qu'advient-il en cas d'urgence? Et si nous devions changer quelque chose un jour? Que se passerait-il si les personnes en charge de la monnaie jugent qu'elle ne fonctionne plus et qu'il faut procéder à un ajustement? Je crois que nous devrions avoir une monnaie parfaite.
Mais il nous faudrait aussi un gros bouton rouge permettant à quelqu'un de modifier l'une ou l'autre de ses caractéristiques en appuyant dessus si nécessaire. Bien sûr, personne ne le fera jamais, c'est juste au cas où. Le désaccord s'avère irréconciliable. La solution est donc assez drastique. Ils dressent un mur immense au beau milieu de cette île. D'un côté, ils créent des satoshi, cette monnaie qui demeure parfaite pour toujours, et de l'autre, des fiatello, une monnaie parfaite mais qui reste modifiable. Ce mur est désormais si grand qu'il coupe la communication et le commerce entre les deux parties de l'île, de sorte qu'ils se retrouvent coupés les uns des autres. Donc, au tout début, des deux côtés de l'île, personne ne possède rien, tout le monde part de zéro. Au début, les gens doivent être autosuffisants, chacun pêche pour se nourrir, coupe des arbres pour faire du feu et construire des maisons. Ils bâtissent aussi leurs propres abris. Même s'ils ont une monnaie parfaite, les échanges commerciaux demeurent très limités à ce stade parce que les gens travaillent dur juste pour satisfaire au jour le jour les besoins associés à tous ces biens. Mais les gens sont différents. Certaines personnes sont meilleures que d'autres dans certains domaines et les gens réalisent donc rapidement que si je me concentre sur les choses pour lesquelles je suis doué et que je consacre moins de temps aux activités pour lesquelles je suis mauvais, je peux contribuer davantage à la société. Dans le même laps de temps, je peux fournir une plus grande quantité de travail à la société que l'individu moyen. Le bûcheron consacre donc désormais tout son temps à couper du bois, il arrête de pêcher, cesse de construire des abris, et vu qu'il est tout entier occupé à couper du bois, il en met à la disposition de tous une quantité plus grande que celle que produiraient 3 personnes dédiant un tiers de leur temps chacune à cette tâche, parce qu'il est bon dans ce domaine. Non seulement l'augmentation de la quantité de bois disponible réduit le prix du bois pour tous les habitants de l'île, mais la qualité est également meilleure. Il est tout simplement meilleur dans ce domaine. Il assure une production de meilleure qualité, donc les prix baissent et la qualité augmente. Et ça ne s'arrête pas là. Il n'est pas le seul bûcheron. Il y en a plusieurs. Ils sont donc tous en concurrence pour fournir du bois à tout le monde. Ils sont en concurrence en termes de prix et de qualité. Et ce qui se passe maintenant, c'est que vu que le bûcheron a besoin d'autres biens pour survivre, il doit vendre du bois pour acheter du poisson, vendre du bois pour se payer les services du constructeur de maison, et désormais tout le monde négocie activement en utilisant cette monnaie parfaite. Grâce à l'amélioration constante des processus de production, le bûcheron peut désormais satisfaire les besoins en bois du reste de la population dans un laps de temps réduit. Il dispose alors de temps qu'il peut prendre pour méditer sur ses propres processus, ses propres innovations. Peut-être qu'il peut rendre la découpe du bois encore plus efficace. Et s'il y parvient, cela tire les prix vers le bas et pousse la qualité vers le haut. Peut-être qu'il va compléter le processus en matière de découpe du bois et utiliser alors son excédent de monnaie et de capital pour investir dans d'autres personnes. Peut-être qu'il le prête au pêcheur qui construit ensuite un bateau afin d'augmenter la quantité de poissons qu'il peut attraper pour tout le monde. Qu'advient-il donc au fil du temps dans un marché libre avec une monnaie parfaite? Les prix baissent pour toujours, mais la qualité augmente pour toujours. Ce que les gens constatent des deux côtés de l'île, c'est que le pouvoir d'achat de leur monnaie commence à augmenter. Les marchandises coûteront moins cher demain qu'aujourd'hui. Donc le prix de demain sera plus bas. Le pouvoir d'achat des deux monnaies augmente d'environ 3% par an, ce qui améliore la qualité de vie. Au fil du temps, la vie devient de moins en moins chère pour tout le monde, pas seulement pour les personnes les plus productives de la société. Mais le point clé ici est le suivant. La monnaie elle-même gagne en valeur avec le temps. Enfin, c'est-à-dire jusqu'à ce que ces gaz pointent. Puisque désormais, vu que la société et la population grandissent, les deux côtés de l'île élisent un gouvernement. Notons que peu importe que ce gouvernement soit de gauche ou de droite, qu'il soit grand, petit, en haut ou en bas, peu importe. Sur ce point-là, ils sont tous pareils. Et même si le gouvernement est bien géré, il finira inévitablement par se retrouver en déficit. Cela signifie qu'il dépense plus qu'il ne reçoit. Cela peut être dû à une mauvaise gestion, comme cela peut être la simple conséquence de circonstances externes comme une catastrophe naturelle ou quelque chose comme ça. Les causes importent peu, mais le moment viendra où cela se produira, inévitablement. Nous observons désormais une divergence de part et d'autre de l'île.
Satoshi n'a que deux options ici. Pour équilibrer le budget, il doit soit augmenter les impôts, soit réduire les dépenses. Ou opter pour une combinaison des deux peut-être. Tandis que Fiatello, qui dispose exactement des mêmes options, possède aussi un gros bouton rouge. La chose importante ici, c'est qu'ils sont tous deux candidats à leur réélection. Et Fiatello sait bien que s'il augmente les impôts ou s'il réduit les dépenses, cela lui coûtera des voix. Alors, juste pour cette fois-ci, il décide d'appuyer sur le gros bouton rouge et d'imprimer un peu d'argent supplémentaire pour le gouvernement. Bon, alors quelles sont les conséquences ? Eh bien, pour Satoshi, la situation n'est pas géniale. Il ne peut pas dissimuler ces changements à une population qui paie désormais plus d'impôts ou reçoit moins de la part d'un gouvernement réduisant ses dépenses. Il échoue donc aux élections. Mais la taille du gouvernement diminue naturellement et par conséquent l'efficacité globale de l'économie augmente. Mais ça n'est pas tout. L'équilibre social au sein de l'économie s'améliore puisque les gens réalisent désormais qu'il n'y a pas d'argent gratuit. Les impôts doivent équilibrer les dépenses. Et la chose importante est que les prix continuent de baisser et que la qualité continue d'augmenter. Quant à Fiatello, excellente nouvelle, il est réélu. Et dans un premier temps, c'est sans conséquence. Il pense que c'est la meilleure chose qui soit. Me voilà réélu sans que cela ne cause le moindre inconvénient. Cela dit, quelque chose a changé. Que s'est-il donc passé ? Fiatello a appuyé sur le gros bouton rouge, ce qui a imprimé de l'argent pour le gouvernement. Cela a déprécié la monnaie. Qu'est-ce que cela signifie donc ? Voilà que du jour au lendemain, il a augmenté la quantité de monnaie dans l'économie, sans pour autant augmenter dans un même temps la quantité de biens et de services disponibles dans l'économie. De sorte que, comparé à hier, il y a maintenant plus de Fiatellos en circulation pour chaque élément de biens et services. Cela a trois impacts majeurs. Le premier est une distorsion des signaux de prix. Le deuxième est que cela entraîne une augmentation du coût des intrants pour les entreprises. Et le troisième, cela conduit à une inflation des actifs. Premièrement, la distorsion des signaux de prix. Eh bien, avant que Fiatello n'appuie sur le gros bouton rouge, ici, tous les changements de prix dans l'économie étaient purement en fonction de l'offre et de la demande, car il s'agissait d'un marché libre avec une monnaie parfaite. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de l'argent est entré dans l'économie, pas de manière égale et uniforme pour tout le monde, ni même proportionnellement à la quantité d'argent que chacun détient. L'argent est entré dans l'économie via le gouvernement. À travers le gouvernement, il afflue dans les comptes des entreprises et des personnes liées directement ou indirectement au gouvernement. Ainsi, Fiatello commence à constater des augmentations de prix dans certaines parties de l'économie. Le signal envoyé à tous les autres acteurs de l'économie est qu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande uniquement dans ces secteurs. On observe donc une mauvaise allocation du capital par les entrepreneurs sur le marché à cause de l'impression monétaire. Mais cela ne s'arrête pas là. Il s'agit du capital humain, de gens intelligents, de gens actifs qui s'efforcent d'être productifs. Les voilà aspirés plus près du gouvernement au détriment du reste de l'économie. Deuxième impact, les coûts des intrants des entreprises augmentent. Chaque entreprise du pays de Fiatello emploie au moins un être humain et certaines matières premières, comme de l'énergie ou même des matières premières plus dures. Vu que le coût de ces choses ont augmenté, ces entreprises doivent désormais tenter d'apporter quelques modifications à leurs produits pour conserver les faibles marges bénéficiaires qui leur permettent de poursuivre leurs activités. La première option et la plus évidente consiste juste à répercuter l'augmentation des prix sur le client. La seconde consiste à garder le prix et la qualité inchangés, mais de réduire la quantité du produit de sorte qu'au lieu d'avoir 100 grammes, vous en avez désormais 90 grammes pour le même prix. La troisième option consiste à réduire les coûts des intrants. Voilà l'origine de l'inflation. La seule et unique source de l'inflation, c'est l'impression monétaire qui pousse les entreprises à procéder à de tels changements. Mais qu'une entreprise répercute purement et simplement l'augmentation des prix ou qu'elle rétrécisse la taille du produit, ne laissant d'autre choix au client qu'à en acheter plus pour satisfaire son besoin initial, 100 grammes et non 90 grammes, le produit en devient moins abordable. La population s'appauvrit donc. Ils vont se retrouver avec moins de revenus disponibles, même en achetant la même chose qu'hier.
Si, au contraire, l'entreprise choisit de maintenir le prix et la taille identiques, mais juste de réduire les coûts, la chose la plus évidente à faire est simplement de licencier des employés, ce qui cause du chômage. Il y a désormais moins de personnes employées, ce qui réduit l'accessibilité globale des produits pour la population du monde de Fiatello. Mais ça n'est pas tout. Le gouvernement a désormais un deuxième problème à résoudre. Comment venir en aide à toutes ces personnes qui ont récemment perdu leur emploi ? Le moyen le plus insidieux pour les entreprises est de réduire la qualité de leurs intrants. Fiatello commence donc à noter une hausse de l'obésité au sein de la population, car les aliments auparavant frais et produits à base d'ingrédients de haute qualité sont remplacés par des ingrédients et des boues industrielles de qualité toujours plus médiocre. Cela conduit à l'obésité. Cela mène également à une myriade de problèmes de santé secondaires qui provoquent une crise sanitaire. Le gouvernement doit maintenant intervenir et définir comment venir en aide à toutes ces personnes désormais en mauvaise santé. Le troisième impact est l'inflation des actifs. Depuis que Fiatello a appuyé sur le gros bouton rouge, les prix des actifs ont augmenté. Le marché boursier va de record en record, les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter. Il s'imagine, je suis un vrai génie économique. Toutefois, leur prix augmente parce qu'il vient de créer plus de Fiatello. Donc quiconque sait qu'il y a plus de Fiatellos dans le système ne vendra évidemment pas son actif au même prix qu'hier. Ils ont juste pris en compte le fait qu'il y a plus de Fiatellos dans le système. Voilà donc ce qui fait monter ces prix. Cette augmentation du prix des actifs bénéficie à ceux qui en possèdent, pas à ceux qui en sont dépourvus. Une inégalité des richesses commence à voir le jour dans l'ensemble de l'économie, et ce n'est pas tout parce que les prix de l'immobilier sont désormais plus chers et les loyers sont plus chers. On constate donc une augmentation de la population sans domicile fixe, et cette problématique croissante des sans-abri, devinez quoi, nécessite une intervention accrue du gouvernement pour tenter d'y remédier. Voilà maintenant que le prix des actifs flambe, le marché boursier s'envole et la perception dominante au sein de la population est « Pourquoi ne devrais-je pas investir ? Pourquoi devrais-je me contenter d'épargner mon argent ? Je devrais acheter des actions en bourse, je devrais investir, acquérir une résidence secondaire pour la mettre en location, je devrais acheter des actifs spéculatifs parce que ces derniers ne baissent jamais, ils ne font qu'augmenter. Si je n'investis pas, je suis un imbécile. » Parce que les actifs augmentent, les banques exercent un effet de levier toujours plus élevé sur les gens. On impose des prêts immobiliers toujours plus élevés aux particuliers, des prêts aux entreprises. Et maintenant que les prix de l'immobilier ont augmenté et que tout le monde est de plus en plus endetté, alors même que les familles ont du mal à accéder aux produits de consommation courante, il est désormais beaucoup plus difficile d'acheter une maison. Ainsi, là où les familles pouvaient compter sur un seul revenu principal et acheter une maison avec un prêt immobilier, ils n'y parviennent plus. Il faut désormais que les deux parents travaillent. Les deux parents doivent travailler pour rembourser le prêt et continuer à vivre. Et dans de telles conditions, les gens partagent moins de temps ensemble. Et l'on commence ainsi à voir s'effondrer la famille nucléaire. Ils passent moins de temps avec leurs enfants. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir plus d'enfants. Avec le taux de natalité en baisse, Fiatello commence maintenant à mesurer un changement dans les données démographiques de sa population. Moins d'enfants naissent alors que les générations plus âgées vivent plus longtemps. Le voilà qui commence désormais à comprendre que les promesses qu'il a faites à ces générations plus âgées concernant leur âge du départ à la retraite, leur qualité de vie ou le montant de leurs revenus ne peuvent plus être respectées. Les malchanceux qui ne sont pas en mesure d'acheter une maison et qui se retrouvent peut-être coincés dans une location se trouvent en difficulté. Le logement dont ils espéraient pouvoir payer la location pendant 3 ou 5 ans a vu son loyer augmenter significativement année après année. Ils estiment maintenant avoir tout juste les moyens d'y parvenir pendant 1 an, environ 2 peut-être. Vous planifiez moins l'avenir, peut-être que vous allez repousser votre mariage. Vous reportez le moment où vous comptez avoir des enfants, vous commencez à accorder la priorité au présent au détriment de l'avenir. Les gens se rendent compte qu'épargner leur Fiatellos ne les mènera nulle part parce que le prix des actifs augmente trop rapidement. Jamais ils ne pourront acheter de maison.
Par conséquent, s'il n'y a pas moyen d'acheter une maison, pourquoi donc ne pas s'éclater, vivre une vie de rêve, partir en vacances et dépenser plus en s'amusant? Ceux qui n'ont pas la chance d'être dans cette position, tous ceux qui luttent chaque jour pour se nourrir et nourrir leur famille, se loger et loger leur famille, les voilà bel et bien coincés sur le tapis roulant du déclin. Chaque journée est plus difficile, et cela entraîne une hausse des addictions, différentes formes de dépendance, comme l'addiction aux opioïdes sur l'île de Fiatello, ce qui conduit à une crise sanitaire plus grave encore, donnant lieu à une intervention toujours plus importante de la part du gouvernement. Et tout cela aboutit à une crise de santé mentale au sein de la population. Le gouvernement se retrouve maintenant dans une position où, en appuyant sur le gros bouton rouge, il a causé toute une série d'effets secondaires qui justifient son intervention et sa recherche de solutions. Parce qu'il doit intervenir et chercher à résoudre ces problèmes, le gouvernement doit détourner davantage de capitaux vers ce secteur de l'économie, ce qui constitue à nouveau une mauvaise allocation du capital qui attire davantage d'entrepreneurs vers les mauvais secteurs de l'économie par le biais d'une distorsion des signaux de prix. L'effet de levier accru dans l'économie généré par les banques et la mauvaise allocation des capitaux sèment les grains de la prochaine urgence. Fiatello n'a qu'une seule option, appuyer à nouveau sur le gros bouton rouge. Il commence maintenant à réaliser qu'en réalité ce n'était pas sans conséquences. Le voilà passant d'une crise à l'autre, toujours plus grave. Il appuie sur le gros bouton rouge, ce qui déprécie la monnaie et conduit à un gouvernement toujours plus imposant et qui s'implique dans tout. Et là, non seulement le gouvernement est plus grand, mais il a donné naissance à toute une série d'industries parasites qui lui sont attachées. Les grandes sociétés pharmaceutiques, de plus en plus présentes auprès du gouvernement pour tenter de traiter les symptômes, mais pas les causes, des différentes crises sanitaires, leur incitation n'est jamais de guérir un patient, mais juste de le traiter sur le long terme, car un client en bonne santé est un client perdu. L'agroalimentaire fait pression pour des normes alimentaires toujours plus basses dans l'ensemble de l'économie. Le complexe militaro-industriel pousse à des dépenses toujours plus importantes en matière de défense, tant au niveau national qu'à l'étranger. Wall Street est endetté jusqu'au cou et opère avec un tel effet de levier que le gouvernement veut les protéger. Pas question de les laisser faire faillite, car si les banques coulent, la population perd son argent et c'est le gouvernement qui tombe. Le gouvernement poursuit également ses investissements improductifs, des investissements visant à résoudre les problèmes secondaires qu'il a créés, mais aussi des investissements motivés par l'idéologie politique du gouvernement, quelle qu'elle soit. Tout cela se fond désormais dans un capitalisme de copinage. Il devient très difficile de distinguer où finit le gouvernement et où commencent ses industries. Le succès du gouvernement est profondément lié au succès des industries, lesquelles commencent à exiger du gouvernement qu'il les réglemente. Vous devez nous réglementer pour protéger le public. Alors que cette réglementation ne fait que rendre les choses plus difficiles pour la concurrence. 1, 2, voire 3 entreprises dans chacun de ces secteurs, toutes désormais si proches du gouvernement. Elles fournissent aux régulateurs du personnel qui, une fois son mandat terminé, s'en retourne travailler pour ces entreprises. Cela empêche les petites entreprises de venir les concurrencer et de fournir au gouvernement des produits de meilleure qualité à des conditions meilleures. La qualité décline peu à peu tandis que les prix augmentent, ce qui, bien sûr, est une excellente nouvelle pour ces entreprises qui voient croître leurs marges bénéficiaires. Ce qui se produit alors, c'est la capture des médias. Le gouvernement peine à maintenir la stabilité sociale. Il protège désormais ses industries aux dépens de la population plutôt que l'inverse, et parce qu'il a besoin de maintenir cet équilibre social, il ne peut autoriser ni la liberté d'expression, ni la dissidence, ni les opinions alternatives ou la remise en question de tout ce qui porte atteinte à la légitimité du gouvernement. De plus, les plus gros annonceurs des sociétés de médias sont des sociétés liées au gouvernement. Voilà pourquoi les médias sont de plus en plus soucieux de ne pas déranger leurs annonceurs. Une fois les médias capturés, si vous disposez d'un complexe militaro-industriel fomentant des conflits sur des côtes étrangères, vous mettez en place des guerres sans fin.
Des guerres activement soutenues par la population de Fiatello qui comprend à travers les médias que nous avons le devoir de le faire parce que c'est la bonne chose à faire. Ces guerres sans fin, les plans de sauvetage du système bancaire et le surendettement conduisent tout droit à la prochaine situation d'urgence, bien plus importante cette fois-ci, et qui impose à nouveau, comme seule et unique option, d'appuyer sur le gros bouton rouge. Mais cette fois, c'est différent. Cela conduit à une érosion massive de la confiance. Chaque fois qu'il appuie sur le bouton, de plus en plus de gens prennent conscience de ce qui se passe. Et cela se poursuit en boucle ainsi jusqu'à ce que quelque chose se brise. Or, Fiatello commence à s'inquiéter désormais. Qu'arrive-t-il donc à la monnaie ? Eh bien, au lieu de voir son pouvoir d'achat augmenter de 3% par an, celui-ci diminue de 7% par an parce que tous les ans, il imprime 10% de monnaie en plus. Par ailleurs, il mine la productivité de l'économie en faussant tous les signaux de prix. Alors, qu'advient-il à la population de l'île de Fiatello ? Eh bien, les pauvres, qui dépendent d'un salaire fixe, ont une très faible sécurité de revenus et aucun actif. Pas moyen de gagner pour eux et chaque année qui passe, ils s'appauvrissent. Les salariés moyens, qui perçoivent un salaire fixe et disposent d'une sécurité de revenus moyenne, ne sont pas les premiers à être licenciés. Ils possèdent certes souvent une maison, mais ils ne peuvent jamais la vendre et réaliser un quelconque profit parce qu'il leur faut bien vivre quelque part. Si vous vendez votre maison, il vous faut en acheter une autre. Peut-être ont-ils quelques investissements, ça et là, mais ils deviennent bel et bien les nouveaux pauvres. Les riches s'en sortent bien, sans doute, n'est-ce pas ? Leurs revenus proviennent en grande partie de rendements d'actifs associés à des entreprises en exploitation ou d'investissement. Leur sécurité de revenus est élevée parce qu'ils ne peuvent pas être licenciés, mais pour eux, c'est la mort à petit feu. Leur richesse, ils la voient comme un nombre qui ne cesse d'augmenter, mais ils ont l'impression de s'appauvrir. La vie est de plus en plus difficile, et cela s'explique par le fait que le taux auquel ils gagnent de l'argent, le rendement de leurs actifs, est inférieur au taux auquel Fiatello imprime la monnaie. Ainsi, ils voient leur richesse lentement siphonnée par les personnes politiquement connectées, ceux qui sont financés par le gouvernement et qui jouissent d'une sécurité de revenus entièrement isolée, protégée. De façon assez perverse, leurs revenus augmentent et s'apprécient à mesure que le déclin de la société se poursuit parce que le gouvernement a besoin de plus en plus d'interventions. À ce stade, il ne s'agit en réalité plus que d'un vol industriel de tous les autres membres de la société. Or, tellement de temps s'est désormais écoulé que le mur au milieu de l'île commence à se fissurer. Et il se fissure de telle sorte qu'à la fois les gens et la monnaie peuvent commencer à circuler d'un côté à l'autre. Ainsi, d'un côté, vous avez les Satoshi, dont le pouvoir d'achat croît de 3% par an, tandis que de l'autre, les Fiatellos perdent 7% de leur pouvoir d'achat chaque année. Alors, que se passe-t-il et pourquoi ? Ce que Fiatello commence à voir, c'est que la monnaie et les gens commencent à partir. Ils veulent des Satoshi parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur capacité à économiser en utilisant les Fiatellos. D'accord, donc en résumé, sous le régime de l'étalon Fiatellos, votre argent vous est volé alors que sous un étalon Satoshi, le monde entier travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour augmenter votre pouvoir d'achat. Or, la soupape de sécurité est désormais ouverte. Les gens réalisent qu'ils ne peuvent pas économiser en Fiatellos, alors ils commencent à vendre des Fiatellos pour acheter des Satoshi. Par conséquent, la valeur des Fiatellos diminue plus encore. Ce qui déclenche de nouvelles crises budgétaires et monétaires auxquelles Fiatello doit faire face. Et sa seule option demeure la même, appuyer sur le gros bouton rouge. Mais cette fois-ci, imprimer de la monnaie ne suffit pas car la valeur s'échappe, fuyant le côté de l'île que Fiatello dirige. Il doit modifier une autre caractéristique de la monnaie parfaite, à savoir supprimer sa nature résistante à la censure. Autrefois, la population de Fiatello pouvait détenir en propre la monnaie. Fiatello déclare maintenant qu'elle n'est plus autorisée à en assurer elle-même la détention. Il faut mettre la monnaie dans les banques. Les banques vont détenir l'argent de tout le monde.
Pour la moindre transaction, la population se sent désormais coupable jusqu'à preuve du contraire. Les banques vont vérifier chaque transaction pour vous protéger. Ce qui signifie que lorsque les gens essayent d'acheter certaines choses, y compris des satoshi, maintenant les banques disent « Non, c'est à cause de ceci ou de cela ou pour cette autre raison-là ». Il restreint les flux de capitaux hors du côté de l'île de Fiatello. Il pourrait même simplement mettre en place des contrôles explicites des capitaux. Vous n'êtes désormais plus autorisé à acheter le moindre satoshi. Mais les gens trouvent toujours un moyen et de plus en plus de gens prennent conscience de ce qui se passe. Et le cycle se poursuit. Le point important ici à noter est que la richesse et les gens fuient vers la monnaie non corrompue. Fiatello commence vraiment à paniquer maintenant. Alors où cela s'arrête-t-il pour Fiatello ? Eh bien, s'il a de la chance, cela se termine avec une inflation soutenue permettant au gouvernement d'effacer ses dettes et de siphonner lentement la richesse du public. Cela pourrait même friser l'hyperinflation. Je dis chanceux parce qu'il est très difficile de faire tout cela en maintenant la cohésion sociale et il est probable que les choses tournent mal. Il s'agira certainement de saisie d'actifs. Maintenant que toute la monnaie est détenue par les banques, un beau jour, Fiatello décrétera que nous sommes tous dans le même bateau et les banques remettront une partie de ce capital au gouvernement. Comme à Chypre en 2013, vous avez plus de 100 000 € en banque ? Eh bien, du jour au lendemain, 45% de cette somme part direction le gouvernement. La population a effectivement été mise à contribution pour renflouer les banques et le gouvernement pour les sauver de leur propre gestion calamiteuse. Cela s'est également produit en 1933 aux États-Unis lorsqu'ils ont rendu illégale la détention d'or par les particuliers. Et cela a duré près de 40 ans. Si vous déteniez plus de 100 $ d'or et que vous étiez arrêté, vous étiez passible d'une amende de 10 000 $ ou d'une peine de 10 ans de prison, sachant qu'à l'époque, 10 000 $ représentaient une somme d'argent colossale. Fiatello constate une montée de l'extrémisme aux deux extrémités du spectre politique. Le gouvernement n'instruit jamais la population sur l'origine de ces problèmes. Jamais il ne lui explique que c'est à cause de l'impression monétaire commandée par le gros bouton rouge. Il contrôle les médias. Le gouvernement se protège lui-même. Il ne révèle pas la vérité à la population. Il ne l'aide pas à relier les points. Il se garde bien d'expliquer le lien entre le gros bouton rouge et les problèmes. Ils accusent les hommes d'affaires cupides, les milliardaires ou ce dictateur étranger, et ainsi de suite. Ce qui se passe alors, c'est que les gens exigent plus d'aide et de soutien de la part du gouvernement afin de résoudre tous ces problèmes. Et donc la seule solution est que le gouvernement s'implique dans tout. À chacune des étapes de ce processus, la solution à tous les problèmes a toujours été une implication accrue du gouvernement. Et donc, les gens constatent ces problèmes et votent pour une plus grande implication du gouvernement pour les résoudre, ou quelque chose de pire. Mais quels que soient les scénarios, les gens veulent détenir des satoshi et non des fiatellos. Donc, si nous revenons à cette liste de 7 caractéristiques de la monnaie parfaite, Fiatello n'en a modifié que 2. Les 5 autres sont restés tout à fait identiques. Mais voyez comment ça s'est terminé pour lui. Maintenant, voilà la révélation, et certains d'entre vous sont peut-être légèrement en avance sur moi ici, le dollar américain n'est qu'une terrible version du Fiatello. Le dollar américain est non seulement corrompu sur les 2 mêmes dimensions clés que les fiatellos, mais il est également bien pire sur les 5 autres. En termes de portabilité, il est facile à transporter. Il permet des paiements aisés, mais il n'est pas idéal pour les commerçants. Là où vous payez de façon instantanée, le commerçant, lui, ne reçoit pas l'argent avant plusieurs jours, et ce, s'il n'y a pas de fraude ou de rétrofacturation. Il est divisible, mais jusqu'à un certain point seulement, ce qui élimine la possibilité d'effectuer des microtransactions qui débloqueront des modèles économiques potentiellement complètement différents. Il est durable sous forme numérique, mais il se décline en espèces et sous cette forme, il est constamment mis à mal.
Des billets de nouvelles factures sont réimprimés tous les 15 ou 20 ans, de sorte qu'un individu n'a aucune possibilité d'épargner en dehors du système bancaire. Si vous stockez des billets sous votre lit ou sous le plancher pendant 25 ans, ils ne valent plus rien. Ces types de billets ne sont plus en circulation et tous les 15 ou 20 ans, vous devez donc les rapporter à la banque pour obtenir de nouvelles coupures. Ils recentralisent tout périodiquement, délibérément. Ils sont fongibles, ce qui signifie que chaque dollar est le même que chaque autre dollar, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Certains pays du monde ont déjà introduit ce que l'on appelle les MNBC, monnaie numérique de banque centrale, mais en réalité, il s'agit d'une monnaie programmable. Un dollar spécifique peut avoir une date d'expiration. Vous devez le dépenser avant que cette période ne s'écoule, sinon il disparaît. Ou encore, un dollar peut n'avoir que certains usages spécifiques. Vous devez dépenser ce dollar pour X ou Y. Et vous ne devez pas le dépenser pour A, B ou C. Le dollar jouit d'une grande acceptabilité dans le monde entier et vous ne pouvez pas pour autant l'utiliser partout. La plupart des monnaies nationales ne sont d'ailleurs généralement acceptables que dans leur propre pays. Et les États-Unis font face à un problème majeur de type fiatello. Il s'agit du budget pour 2024. Le budget, et non pas les chiffres réels, lesquels étaient pires bien sûr, le budget présente un déficit de près de 2000 milliards de dollars sur des dépenses d'un peu plus de 6000 milliards de dollars. C'est la perte sur un an. Maintenant, pour replacer cela dans son contexte, notons que ramener la situation à l'équilibre leur demanderait de doubler le montant de l'impôt sur le revenu des particuliers pour tout le monde aux États-Unis, tandis que du côté des coûts, ils peuvent améliorer certaines choses, mais certains éléments clés ne peuvent tout simplement pas être supprimés, comme les intérêts de la dette. Quelles sont les conséquences ? Eh bien, voici un graphique de la quantité de monnaie en dollars dans le système et du montant de la dette émise par le gouvernement américain au fil du temps. J'ai indiqué ici l'année 1971 parce que c'est à ce moment-là que les États-Unis ont unilatéralement abandonné l'étalon or. Avant 1971, vous pouviez rapporter vos dollars et recevoir de l'or en retour. Nixon a sorti les États-Unis de l'étalon or et toutes les devises du monde ont suivi le mouvement. Les États-Unis ont depuis été autorisés à imprimer des quantités illimitées de monnaie pour satisfaire leurs propres besoins. La courbe rouge associée à l'axe de gauche montre que la quantité de monnaie atteint désormais plus de 22 000 milliards de dollars, tandis qu'à droite, vous avez la dette du gouvernement américain qui, à peine un mois plus tard, ce graphique est maintenant dépassé, atteint 36 000 milliards de dollars. Et cela n'inclut pas les dettes non financées. La quantité de monnaie que le gouvernement américain s'est engagé à payer à un moment donné dans le futur à travers la sécurité sociale, Medicare, Medicaid, etc., mais pour lesquels il n'a pas encore eu à faire le moindre chèque. Selon l'approche retenue pour les calculer, cela représente entre 50 000 et 200 000 milliards de dollars en plus des 36 000 milliards de dollars de dette. La seule façon de résoudre ce problème consiste à imprimer davantage de monnaie. L'impression monétaire détruit systématiquement le pouvoir d'achat du dollar. Maintenant, vous imaginez peut-être que j'ai quelque chose contre le dollar. Ce n'est absolument pas le cas. Le dollar est ce que nous avons de meilleur. J'adorerais pouvoir utiliser le dollar, et la grande majorité des gens dans le monde aussi, mais malheureusement, la plupart des gens n'ont tout simplement pas cette chance. Voici la performance de toutes les autres devises par rapport au dollar au cours des 10 dernières années. Certaines sont sur le point de disparaître complètement et d'autres ont totalement cessé d'exister. Les gens qui ont épargné leur énergie économique dans ces monnaies les ont vues disparaître. Ici, la triste réalité, comme le répète souvent la merveilleuse Lynn Alden, c'est que rien n'arrête ce train. Il n'y a aucune issue pour les gouvernements. La seule solution est de continuer à appuyer sur le gros bouton rouge. Voici en conclusion une citation de Hayek, qui était économiste de l'école autrichienne. L'histoire de la gestion de la monnaie par le gouvernement a, sauf pour quelques brèves périodes heureuses, été marquée par une fraude et une tromperie incessantes. C'est ce qu'il a déclaré en 1988.
À vrai dire, tout cela serait plutôt déprimant s'il n'y avait pas de solution, mais fort heureusement, il en existe. La seule solution ici est la séparation de la monnaie et de l'État. On ne peut pas laisser le gouvernement avoir accès à un gros bouton rouge. De nouveau, on retrouve Hayek avec cette citation de 1984. « Je ne crois pas au retour d'une monnaie saine tant que nous n'aurons pas retiré la monnaie des mains de l'État. Nous ne pouvons pas le faire violemment. Tout ce que nous pouvons faire, c'est par quelques moyens indirects et rusés, introduire quelque chose qu'il ne peut pas stopper. » Citation brillante. J'espère donc qu'avec ces liens entre le gros bouton rouge et l'impression monétaire et tous ces problèmes que nous percevons dans nos vies aujourd'hui, il est désormais beaucoup plus clair que si l'on parvient à réparer la monnaie, on pourra réparer le monde. La bonne nouvelle ici, et c'est la meilleure nouvelle, c'est que les Satoshi sont réels et que Fiatello lui-même est désormais un converti. La solution est Bitcoin. Un bitcoin vaut 100 millions de satoshi, de la même manière qu'un dollar vaut 100 cents. Maintenant, peut-être avez-vous déjà l'impression de connaître Bitcoin, à travers ce que des amis ont pu vous raconter ou à partir de ce que vous avez pu lire dans les médias. Je vous encourage à reprendre à zéro. Lorsque les informations que nous obtenons proviennent des médias ou de personnes qui ont tiré leurs informations des médias et que ces médias sont connectés aux personnes qui possèdent et bénéficient de l'impression monétaire, il ne s'agit rarement des informations les plus précises. Alors, ne vous fiez pas, vérifiez. Rendez-vous sur satsversusfiat.com. Nous avons créé un site web qui aide chacun à se mettre en route. Si vous débutez, peut-être n'avez-vous même jamais entendu parler de Bitcoin auparavant, inscrivez-vous et nous vous enverrons des informations pour que vous puissiez apprendre par vous-même et prendre vos propres décisions concernant Bitcoin. Si vous êtes plus avancé, peut-être vous considérez-vous Bitcoiner déjà? Alors magnifique! En ce qui me concerne, il ne s'agit pas d'une société commerciale, mais d'une initiative caritative. Et je serai donc ravi de recevoir tout soutien de la part de la communauté Bitcoin et au-delà. Si des personnes souhaitent présenter elles-mêmes ce contenu à leurs amis, ou simplement la partager plus largement, ou même se porter volontaire pour faire une présentation au sein de notre groupe, alors contactez-nous. Et enfin, troisièmement, invitez-nous à parler. Nous souhaitons que le plus grand nombre de personnes possible voient cette présentation parce que les informations qu'elle renferme à propos du problème sont capitales. Si vous nous invitez, nous serons donc ravis de prendre la parole dans les écoles, universités, conférences, salons professionnels et autres événements, et même sur les lieux de travail si certains souhaitent en savoir plus. Alors s'il vous plaît, contactez-nous. Voici le QR code qui vous mènera directement au site internet. Par ailleurs, si vous êtes sur X, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour et à rejoindre notre conversation. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà, tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de regarder. J'espère que vous avez apprécié. S'il vous plaît, partagez ceci avec tous ceux qui vous sont chers. Et s'il devait y avoir une chose à retenir de tout cela, j'espère que vous vous en souviendrez, c'est qu'en réparant la monnaie, nous allons réparer le monde. Merci.